Le jour où votre propre vie commence à vous sembler étrangère, quelque chose en vous a déjà cessé d'obéir. Ce n'est pas encore une crise. Ce n'est pas encore une rupture visible. Rien ne s'effondre à l'extérieur. Vous continuez peut-être à répondre aux messages, à remplir les obligations, à sourire au bon moment, à donner au monde l'image rassurante d'un être qui fonctionne. Mais sous cette surface correcte, une question s'est ouverte, silencieuse, presque honteuse. Depuis quand suis-je en train de vivre une existence que je n'ai jamais vraiment choisie? La plupart des gens étouffent cette question avant qu'elle ne prenne forme. Ils la recouvrent de travail, de projets, de conversations, d'objectifs nouveaux, de fatigue utile. Ils appellent cela avancer. Ils confondent mouvement et direction. Ils continuent à grimper, parce que s'arrêter leur ferait voir que l'échelle est peut-être posée contre le mauvais mur. Et c'est là que commence la véritable inquiétude. Non pas échouer, mais réussir dans une vie qui n'a jamais été la vôtre. Il existe une forme de vide qui ne vient pas du manque, mais de l'adaptation excessive. On a tout fait correctement. On a appris les gestes. On a compris ce qui plaît. On a reconnu les signes d'approbation. On a perfectionné l'art d'être lisible, acceptable, presque irréprochable. Puis un jour, au milieu même de ce que les autres appellent une réussite, quelque chose ne répond plus. La joie attendue ne vient pas. La reconnaissance fatigue. Le compliment tombe sur une partie de vous qui ne le reçoit plus. Et vous comprenez, sans encore oser le dire, que ce qui a été applaudi n'était peut-être pas vous. Ce malaise n'est pas une faiblesse. Il est souvent le premier acte net de la conscience. Pendant des années, vous avez peut-être mesuré votre valeur à travers des regards qui n'étaient jamais les vôtres. Une approbation vous élevait. Une critique vous vidait. Un silence vous condamnait. Une admiration vous rendait brièvement réel. Votre humeur dépendait d'un tribunal invisible composé de visages familiers, de collègues, de parents, d'inconnus, de souvenirs, de normes que personne n'avait signées mais que tout le monde semblait respecter. Vous appeliez cela vivre. C'était peut-être seulement comparaître. Jung avait compris que l'homme moderne ne se perd pas toujours dans les grands drames. Il se perd souvent dans une conformité trop bien réussie. Non pas parce qu'il manque d'intelligence, mais parce qu'il a appris très tôt que l'appartenance exigeait une traduction de soi. Il fallait devenir quelqu'un que les autres puissent reconnaître. Quelqu'un de cohérent, de productif, d'aimable, de désirable, de fort ou de discret selon le décor. La société ne demande pas d'abord votre vérité. Elle demande votre forme utilisable. Au commencement, cette forme protège. L'enfant apprend à ajuster son visage. Il sait quand parler, quand se taire, quand être drôle, quand être sage, quand ne pas déranger. Il devine ce qui attire l'affection, ce qui provoque le retrait, ce qui rend l'amour plus probable. Ainsi se construit la persona, cette surface sociale nécessaire grâce à laquelle nous traversons le monde sans être entièrement exposés. Elle n'est pas fausse en elle-même. Elle est une interface. Un vêtement psychique. Une manière de ne pas livrer toute son âme à chaque porte ouverte. Le danger commence lorsque le vêtement devient la peau. Lorsque l'on ne porte plus la persona, mais que l'on est porté par elle. Lorsque la question n'est plus « Que dois-je montrer ici ?» mais « Que suis-je autorisé à être pour ne pas perdre ma place ?» Alors la vie intérieure se rétrécit. On choisit moins selon la vérité que selon la conséquence sociale. On accepte un chemin parce qu'il impressionne. On entretient une ambition parce qu'elle donne une image solide. On garde une version de soi parce qu'elle a déjà obtenu des applaudissements. Et l'on finit par devenir fidèle non à soi-même, mais au personnage qui a fonctionné. Il y a une violence presque invisible dans cette réussite-là. Personne ne vous enferme brutalement. Personne ne vous arrache à vous-même. Au contraire, on vous récompense. On vous félicite d'être devenu ce que l'on attendait. On vous appelle mature, fiable, équilibré, ambitieux. Vous recevez des signes que tout va bien précisément au moment où quelque chose de plus profond commence à manquer d'air. C'est ainsi que certaines prisons se rendent acceptables. Elles distribuent des compliments aux prisonniers les mieux adaptés. La fatigue qui en résulte est particulière. Elle n'est pas seulement physique. Elle ne disparaît pas avec du repos. Elle est plus sourde, plus enracinée. C'est la fatigue de devoir consulter le monde avant de sentir sa propre réponse. La fatigue de se regarder vivre depuis l'extérieur. La fatigue d'entrer dans chaque journée avec cette question implicite. Quelle version de moi sera recevable aujourd'hui ? À force de se surveiller, on cesse de s'habiter. On devient son propre observateur inquiet.
La comparaison naît naturellement dans cet exil. Quand le centre intérieur manque, les autres deviennent des instruments de mesure. On regarde leur vitesse, leur titre, leur choix, leur corps, leur couple, leur réussite visible. On ne demande plus « Où est mon chemin ?» On demande « Suis-je en retard par rapport au leur ?» Cette question semble innocente, mais elle contient déjà une désertion. Elle suppose qu'il existe une carte commune, un calendrier universel, une manière correcte d'être arrivé quelque part. Et chaque fois que vous vous mesurez ainsi, vous abandonnez un peu plus le rythme qui vous aurait peut-être sauvé. Comparaison n'est pas seulement jalousie. Elle est souvent refus de sa propre singularité. On regarde l'autre comme une preuve contre soi. Son mariage devient l'accusation de notre solitude. Sa richesse devient le procès de notre lenteur. Sa visibilité devient l'humiliation de notre discrétion. Mais il se peut que votre vie ne soit pas en retard. Il se peut qu'elle refuse simplement de s'organiser selon une chronologie qui ne lui appartient pas. Tout ce qui pousse profondément ne pousse pas vite. Mais le monde admire les feuilles avant de s'inquiéter des racines. La persona aime la vitesse, parce que la vitesse produit des signes. Une promotion, une image, une reconnaissance, une preuve extérieure que le personnage progresse. Mais l'âme, elle, ne parle pas toujours dans cette langue. Elle peut exiger un retrait au moment où tout le monde demande une expansion. Elle peut demander une solitude au moment où l'on attend de vous plus de présence. Elle peut refuser une réussite parce qu'elle sent, avant votre raisonnement, que cette réussite vous éloignerait encore davantage de vous-même. Et c'est là que commence le conflit, entre l'être qui veut être accepté et l'être qui veut être vrai. Ce conflit est souvent confondu avec de l'indécision. On dit « je ne sais pas ce que je veux ». Mais parfois, vous savez très bien ce que vous ne voulez plus. Ce que vous ignorez encore, c'est que vous êtes sans l'obligation d'être compris. Vous ne savez plus ce que vous aimez parce que pendant trop longtemps vous avez aimé ce qui vous rendait acceptable. Vous ne savez plus ce qui vous attire parce que votre désir a été dressé à demander la permission. Vous ne savez plus où aller parce que vous avez suivi le regard des autres jusqu'à perdre la sensation de vos propres pas. C'est alors qu'une question plus dangereuse apparaît. Qui a vécu à ma place ? Non pas qui m'a contrôlé, car cette réponse serait trop simple. Il serait rassurant de désigner les parents, la société, le travail, le partenaire, le regard collectif. Mais la vérité est plus intime. Ce qui a vécu à votre place, souvent, c'est la version de vous qui savait survivre. Celle qui avait compris les règles. Celle qui savait anticiper le jugement. Celle qui avait appris à obtenir de la sécurité en sacrifiant de la précision intérieure. Une version efficace, peut-être brillante, mais pas entière. On ne doit pas mépriser cette version. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle vous a permis de traverser des lieux où votre vérité n'aurait peut-être pas été accueillie. Elle a appris les codes. Elle a protégé les blessures. Elle a négocié une place dans le monde. Mais ce qui a servi à survivre peut devenir hostile à la vie. Une stratégie ancienne, prolongée trop longtemps, finit par étouffer ce qu'elle devait protéger. La persona devient alors non plus une porte vers le monde, mais un mur entre vous et vous-même. Le signe le plus troublant de cette identification est peut-être l'incapacité à être seul sans continuer la représentation. Même sans public, vous vous regardez encore depuis le dehors. Vous imaginez ce que l'on penserait de votre choix, de votre repos, de votre désir, de votre silence. Vous n'êtes plus seulement vu par les autres. Vous avez internalisé leur regard. Un juge a été installé dans la pièce la plus intime de votre conscience. Et même lorsque personne ne parle, il commente. C'est pourquoi le retour à soi ne commence pas par une grande décision, mais par une gêne. Une interruption. Un léger dégoût de la performance. Vous entendez votre propre rire et il sonne trop bien placé. Vous acceptez une demande et sentez immédiatement que quelque chose en vous s'est retiré. Vous dites que tout va bien et votre corps sait que vous venez encore de trahir une nuance. Ce sont de petits événements, presque ridicules. Pourtant, ils annoncent une révolte plus profonde. L'être réel commence à ne plus vouloir servir le personnage. À ce moment, beaucoup cherchent à réparer trop vite. Ils veulent une nouvelle identité, un nouveau projet, une nouvelle image de sincérité. Mais ce serait encore une ruse de la persona. Elle peut même jouer l'authenticité. Elle peut devenir spirituelle, rebelle, minimaliste, profonde, indépendante. Elle peut se déguiser en libération pour conserver le même mécanisme, obtenir un regard favorable. La question n'est donc pas seulement
Est-ce que je porte un masque? La question est, qui en moi veut être admiré pour l'avoir enlevé? Voilà pourquoi le travail intérieur devient plus exigeant que les slogans. Il ne suffit pas de dire que l'on choisit enfin sa propre voie. Il faut observer combien le besoin d'approbation revient par des portes secondaires. Le désir d'être reconnu comme libre, comme courageux, comme différent, comme éveillé. L'ego ne disparaît pas parce qu'on le critique. Il apprend de nouvelles langues. Il peut parler de vérité avec le même appétit qu'autrefois il parlait de réussite. La rencontre avec l'ombre commence ici. Non dans une obscurité spectaculaire, mais dans la reconnaissance des parties de soi qui continuent à quémander le monde. Le besoin d'être validé. La peur d'être ridicule. La honte d'être en retard. L'envie envers ceux qui semblent plus avancés. La colère contre ceux qui ne voient pas votre effort. Le mépris discret envers ceux qui vivent encore dans les masques que vous venez à peine de reconnaître. Tout cela appartient au chemin. Tout cela demande à être vu, non pour être glorifié, mais pour cesser de gouverner en secret. Lorsque vous sentez le jugement des autres partout, il se peut qu'une partie de ce jugement vienne de vous. Le monde devient alors un écran où s'inscrit votre propre voix non reconnue. Vous croyez que les autres doutent de vous, mais c'est peut-être votre doute qui cherche des visages. Vous croyez que l'on vous trouve insuffisant, mais une ancienne croyance, logée en vous depuis longtemps, parle à travers les silences du dehors. Retirer cette projection est un acte difficile, parce qu'il enlève au monde la responsabilité de votre prison. Cela ne signifie pas que les autres ne jugent jamais. Ils jugent. Bien sûr. Mais leur jugement ne mérite pas toujours le pouvoir que votre blessure lui donne. Une remarque devient une condamnation seulement lorsqu'elle trouve en vous une chambre déjà préparée. Un regard vous détruit seulement lorsqu'il rencontre une autorité intérieure que vous lui avez abandonnée. La libération ne consiste donc pas à convaincre le monde de vous approuver, mais à retirer au monde le droit de décider si vous existez correctement. Cette phrase paraît simple. Elle ne l'est pas. Car vivre sans ce tribunal demande d'abord de traverser un vide. Si je ne suis plus celui que l'on attend, qui suis-je? Si je ne poursuis plus les objectifs qui impressionnent, que reste-t-il de mon ambition? Si je cesse de mesurer mon chemin à celui des autres, comment saurai-je que j'avance? La persona avait au moins cet avantage, elle donnait des repères. Des notes. Des signes. Des applaudissements. Le soi, lui, parle souvent plus bas. Il ne se prouve pas toujours. Il insiste. C'est pourquoi la solitude devient nécessaire. Non comme retrait hautain, non comme fuite, mais comme chambre de résonance. Tant que vous êtes noyé dans les réactions des autres, vous ne distinguez plus votre propre voix du bruit collectif. Il faut parfois une distance, une absence, une simplification brutale de la vie extérieure pour entendre ce qui était couvert depuis des années. Les questions évitées reviennent. Les tristesses sans nom remontent. Les désirs oubliés se présentent sans costume. Ce que vous appeliez confusion était peut-être seulement le vacarme qui empêchait la vérité d'être audible. La solitude effraie parce qu'elle retire les anesthésies. Elle enlève les écrans, les conversations inutiles, les urgences secondaires, les regards qui donnent une forme provisoire à l'existence. Elle vous laisse avec ce qui n'a pas encore été négocié en vous. Il n'est pas rare que le premier silence soit douloureux. On y rencontre non pas une paix immédiate, mais l'étendue de ce qu'on a fui. Pourtant, cette douleur a une dignité. Elle ne vous disperse plus. Elle vous ramène. Il faut rester assez longtemps pour que le silence cesse d'être seulement une absence. Au début, il accuse. Puis il décante. Puis il commence à révéler. Non pas une vérité grandiose, mais des évidences longtemps étouffées. Ce qui vous fatigue. Ce que vous ne voulez plus. Ce que vous continuez à faire par peur. Ce qui vous attire sans raison sociale. Ce qui vous appelle même lorsque personne ne le comprend. Le soi ne parle pas toujours comme une révélation. Parfois il parle comme un refus calme. De ce refus peut naître une discipline. Non celle que l'on affiche. Non celle qui cherche à produire une identité admirable. Une discipline presque secrète, fondée sur le respect quotidien de ce que vous avez enfin entendu. Elle n'a pas besoin de spectacle. Elle commence dans des gestes modestes. Tenir une promesse faite à soi-même, ne pas trahir une intuition pour plaire, choisir une tâche vraie plutôt qu'une agitation valorisée, protéger un temps que personne ne verra. La racine travaille loin des applaudissements. Le monde préfère les transformations visibles. Il aime les départs spectaculaires, les grandes déclarations,
les métamorphoses faciles à raconter. Mais les changements qui tiennent ont souvent une texture plus obscure. Ils s'accumulent. Un matin après l'autre. Une limite après l'autre. Une phrase non prononcée. Une comparaison refusée. Une décision prise sans consulter l'ancien tribunal. À force de gestes silencieux, une structure intérieure commence à remplacer la dépendance au regard. Alors, peu à peu, la valeur se déplace. Elle ne vient plus seulement de ce que le monde renvoie. Elle vient d'une cohérence plus profonde. Ce que je fais, ce que je pense, ce que je tolère, ce que je choisis, commence-t-il à appartenir à la même vie? Cette question est plus exigeante que la réussite. On peut réussir en se divisant. On ne peut pas être en cohérence sans payer le prix de certaines pertes. Perte d'image. Perte d'approbation. Perte de direction qui impressionnait mais ne nourrissait rien. Ce prix, pourtant, ouvre une stabilité nouvelle. Non une invulnérabilité. Non une certitude bruyante. Une stabilité plus discrète, celle de ne plus avoir besoin que chaque regard confirme votre droit d'être. Vous pouvez encore être touché par l'opinion. Vous pouvez encore aimer être reconnu. Mais vous ne vous effondrez plus lorsque le miroir extérieur se retire. Quelque chose en vous a cessé de mendier sa propre forme. C'est peut-être cela, revenir à soi, ne plus utiliser le monde comme preuve permanente de son existence. Continuer à y vivre, à y travailler, à y aimer, mais depuis un centre qui ne se déplace pas à chaque réaction. Ne pas devenir indifférent, mais moins dispersé. Ne pas haïr le regard des autres, mais ne plus y chercher sa naissance. On ne quitte pas le monde. On cesse de l'habiter contre soi. Et lorsque ce déplacement a lieu, la vie ne devient pas forcément plus facile. Elle devient plus vraie. Les choix gagnent en poids. Les compromis deviennent plus visibles. Les mensonges utiles deviennent plus coûteux. Il n'est plus possible de se trahir avec la même innocence. Chaque retour à l'ancien personnage se sent immédiatement comme une fatigue. Chaque décision alignée, même difficile, laisse une trace plus calme. Le corps lui-même semble reconnaître la différence entre plaire et appartenir à sa propre vie. À la fin, la grande question n'est peut-être pas de savoir comment se concentrer sur soi. La question est plus nue. Combien de temps encore accepterez-vous d'être absent de votre propre existence? Combien de jours seront encore donnés à des yeux qui ne verront jamais votre centre? Combien de choix seront encore sacrifiés à l'image d'une vie réussie plutôt qu'à la vérité d'une vie habitée? Il n'y a pas de réponse universelle. La voie qui libère l'un peut enfermer l'autre. La forme qui convient à une âme peut étouffer celle d'à côté. C'est pourquoi toute imitation finit par trahir. Il faut trouver le rythme qui ne se justifie pas entièrement, mais qui sonne juste dans la profondeur. Ce rythme ne viendra pas du bruit. Il ne viendra pas de la comparaison. Il ne viendra pas du personnage. Il viendra de cette part de vous qui a attendu, longtemps, que vous cessiez de demander au monde la permission de l'entendre. Et peut-être que, lorsque vous commencerez enfin à l'écouter, rien de spectaculaire ne se produira. Aucun tonnerre. Aucun grand signe. Seulement un calme étrange, presque austère. Le sentiment de revenir dans une maison dont vous aviez oublié l'odeur. Le monde continuera à parler. Les regards continueront à juger. Les autres continueront à courir. Mais quelque chose en vous ne courra plus avec eux. Ce jour-là, vous ne serez peut-être pas plus remarquable. Vous serez plus présent. Et c'est précisément ce que la persona redoutait depuis le début. Mais revenir à soi n'a rien d'un geste simple. Dès que vous cessez de vivre uniquement à travers le regard des autres, une inquiétude ancienne se réveille. Vous pensiez chercher la liberté, mais vous découvrez d'abord le vertige. Car le jugement extérieur, même lorsqu'il vous emprisonnait, vous donnait une forme. Il disait quoi poursuivre, quoi montrer, quoi cacher, quoi réussir, quoi appeler progrès. Lorsqu'il perd son autorité, le monde ne devient pas immédiatement plus ouvert. Il devient plus silencieux. Et ce silence demande une chose que peu de gens savent encore offrir, une réponse qui ne soit pas empruntée. C'est ici que la comparaison tente de revenir. Elle se glisse dans les moments de doute, dans les images des autres, dans les parcours qui semblent plus nets, plus rapides, plus admirables. Vous regardez ceux qui avancent selon les critères visibles, et pendant un instant l'ancien réflexe reprend la parole. Peut-être que je suis en retard. Mais en retard sur quoi? Sur quelle carte? Sur quelle vie? Sur quel calendrier imposé par des êtres qui, eux aussi, cherchent peut-être à être approuvés?
La comparaison paraît lucide parce qu'elle utilise des faits. En réalité, elle oublie la seule question décisive. Est-ce encore mon chemin? Il est possible qu'une existence profonde ressemble longtemps à une existence confuse. Elle change de direction. Elle refuse certaines évidences. Elle ne produit pas immédiatement les signes que le monde reconnaît. Mais tout ce qui n'est pas lisible de l'extérieur n'est pas perdu. Certaines âmes ne progressent pas en ligne droite. Elles creusent. Elles reviennent. Elles abandonnent des routes trop brillantes. Elles avancent par fidélité invisible, par refus silencieux, par intuition qui ne savent pas encore se défendre devant le regard social. Jung aurait peut-être reconnu là le moment où l'individu commence à se séparer de la carte collective. Non pour mépriser le monde, mais pour ne plus confondre l'approbation avec la vérité. Le collectif propose des modèles. Il dit, voici ce qu'une vie réussie doit montrer. Voici l'âge des accomplissements. Voici la forme du bonheur. Voici ce qui mérite d'être envié. Mais l'âme ne se développe pas toujours selon ces mesures. Elle peut demander moins d'images et plus de profondeur. Moins de vitesse et plus d'axe. Moins d'admiration et plus de cohérence. Alors la peur du jugement devient plus visible. Elle ne disparaît pas parce que vous avez décidé d'être libre. Elle se transforme. Elle devient plus subtile. Une remarque suffit à réveiller l'ancien tribunal. Un silence vous paraît chargé de sens. Un regard ambigu vous fait revenir vers cette vieille question. Que pense-t-il de moi? Mais, à ce stade, vous commencez à comprendre que tout jugement imaginé ne vient pas forcément du dehors. Parfois, le monde ne fait que prêter un visage à une voix que vous portiez déjà en vous. C'est là que l'ombre entre dans le travail. Non comme une obscurité spectaculaire, mais comme l'ensemble de ce que vous avez refusé de reconnaître. La honte d'être différent. La peur de ne pas réussir assez vite. Le besoin d'être validé. La colère d'avoir longtemps obéi. L'envie devant ceux qui semblent appartenir plus facilement au monde. Vous aviez peut-être cru vouloir seulement vous libérer des autres. Mais vous découvrez qu'il faut aussi vous libérer de la partie de vous qui les a installés à l'intérieur comme juge permanent. Ce renversement est brutal. Il est plus confortable de croire que l'extérieur est entièrement responsable de votre prison. Mais la maturité commence lorsque vous reprenez ce qui vous appartient. La peur que l'on vous trouve insuffisant. Le besoin d'être applaudi. L'angoisse d'être étrange. Le désir de prouver. Tout cela n'est pas une faute. C'est une matière psychique qui demande à être reconnue. Ce qui reste inconscient gouverne. Ce qui est vu commence à perdre son pouvoir. Peu à peu, vous comprenez que le monde n'a pas besoin de cesser de juger pour que vous cessiez de lui remettre votre centre. Les autres auront toujours des avis, des attentes, des lectures incomplètes. Ils vous verront à travers leurs désirs, leurs limites, leurs peurs, leur propre persona. Attendre d'être parfaitement compris avant de vivre serait une autre forme d'exil. Il faut apprendre à avancer sans obtenir du monde une autorisation complète. Il faut supporter d'être parfois mal lu sans revenir immédiatement au personnage qui rassurait tout le monde. Cette étape rend la solitude nécessaire. Pas une solitude théâtrale, pas une fuite hautaine, mais un espace assez silencieux pour que votre propre voix cesse d'être couverte. Car tant que vous restez plongé dans les attentes, les réactions, les comparaisons et les bruits sociaux, il devient presque impossible de discerner ce qui vient de vous. Vous appelez désir ce qui est peut-être habitude. Vous appelez ambition ce qui est peut-être peur. Vous appelez loyauté ce qui est peut-être dépendance à l'approbation. Dans le silence, les questions évitées reviennent. Elles ne reviennent pas avec douceur. Elles demandent pourquoi vous continuez certains gestes. Pourquoi vous gardez certains liens. Pourquoi vous poursuivez certains buts. Pourquoi vous avez si peur de décevoir des personnes qui ne vivront jamais les conséquences de vos renoncements. C'est pour cela que beaucoup fuient la solitude. Non parce qu'elle est vide, mais parce qu'elle est pleine de ce qu'ils n'ont jamais voulu entendre. Mais si vous restez, le silence change. Il cesse d'être seulement un confort. Il devient discernement. Il commence à séparer ce qui est vôtre de ce qui a été imité. Ce qui nourrit de ce qui impressionne. Ce qui appelle vraiment de ce qui flatte seulement le personnage. Vous découvrez que certaines réponses ne surgissent pas dans l'agitation. Elles apparaissent lorsque plus personne ne vous regarde. Lorsque rien ne peut être prouvé. Lorsque l'acte n'a d'autre témoin que votre propre cohérence. C'est de là que naît une discipline plus profonde. Non celle qui cherche à montrer quelque chose.
Non celle qui transforme la croissance en vitrine. Une discipline presque invisible, revenir chaque jour à ce qui est juste, même lorsque cela n'impressionne personne. Tenir une promesse silencieuse. Refuser une comparaison inutile. Protéger une heure de vérité contre 10 urgences de façade. Choisir une direction non parce qu'elle sera applaudie, mais parce qu'elle ne vous divise pas. Ce genre de discipline paraît modeste. Pourtant, elle reconstruit l'être par les racines. Le monde voit les feuilles, les réussites, les titres, les images, les résultats. Mais la vie intérieure dépend des racines, ce qui est répété dans le secret, ce qui est choisi sans public, ce qui reste debout lorsque les regards se retirent. Une existence sans racines peut être très admirée. Elle ne résiste pas longtemps aux tempêtes qui demandent autre chose qu'une belle apparence. Alors la valeur commence à se déplacer. Elle ne vient plus uniquement du dehors. Elle ne dépend plus entièrement de la reconnaissance, du statut, du rythme des autres. Elle vient d'une sensation plus rare, l'impression que ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous tolérez et ce que vous désirez appartiennent enfin à la même vie. Cette cohérence ne rend pas tout facile. Elle rend seulement le mensonge plus difficile à avaler. À partir de là, le regard du monde perd une partie de son empire. Il peut encore vous toucher, mais il ne vous définit plus avec la même violence. Une critique ne suffit plus à vous effacer. Un compliment ne suffit plus à vous faire exister. Vous pouvez recevoir sans mendier. Vous pouvez être vu sans vous livrer entièrement. Vous pouvez être incompris sans conclure immédiatement que vous êtes perdu. Quelque chose en vous cesse de naître et mourir dans les yeux des autres. Et c'est peut-être cela, le retour au centre. Non pas disparaître du monde, mais cesser d'y chercher la preuve de votre droit d'être. Continuez à aimer, travailler, créer, répondre, mais depuis un lieu qui ne se déplace plus à chaque signe extérieur. Ne plus vivre comme une surface offerte aux réactions. Ne plus faire de chaque regard un verdict. Ne plus confondre appartenance et abandon de soi. La vie, après cela, ne devient pas nécessairement plus brillante. Elle devient plus habitable. Certains choix seront moins impressionnants, mais plus vrais. Certaines routes sembleront lentes, mais ne vous trahiront pas. Certains silences paraîtront pauvres, mais vous rendront une présence que l'agitation avait dispersée. Vous ne serez peut-être pas admiré de la même manière. Peut-être même que certains comprendront moins bien ce que vous devenez. Mais, pour la première fois, cette incompréhension ne vous expulsera pas de vous-même. Car le véritable renversement n'est pas de se concentrer sur soi par égoïsme. C'est de cesser de s'abandonner par réflexe. C'est de retirer au monde le pouvoir de nommer votre valeur avant que vous ne l'ayez senti. C'est de revenir vers cette part plus profonde qui attendait sous la persona, sous la comparaison, sous la peur, sous l'effort infini d'être acceptable. Et lorsque cette part commence à parler, elle ne crie pas. Elle n'a pas besoin de convaincre. Elle dit seulement, avec une calme autorité, « Reviens ». À la fin, le retour à soi ne ressemble pas à une victoire. Il ressemble plutôt à une pièce dont le bruit s'est retiré. Le monde continue de parler, de juger, de comparer, de proposer ses cartes, ses rythmes, ses récompenses. Mais quelque chose en vous ne répond plus avec la même docilité. L'ancien réflexe est encore là, parfois. Le besoin d'être approuvé. La peur d'être mal compris. La tentation de regarder à côté pour savoir si vous avancez assez vite. Seulement, désormais, ces mouvements ne règnent plus sans être vus. C'est cela qui change tout. Vous n'êtes pas devenu inaccessible au monde. Vous êtes devenu moins disponible à sa possession. Une critique peut encore piquer, mais elle ne décide plus entièrement de votre forme. Un compliment peut encore réchauffer, mais il ne vous crée plus. Une réussite peut encore compter, mais elle ne suffit plus à remplacer une vie intérieure absente. Peu à peu, vous cessez d'utiliser les regards comme des preuves d'existence. La persona ne disparaît pas. Elle reprend sa place. Elle redevient un vêtement, non une identité. Vous pouvez encore traverser le monde, parler sa langue, respecter ses codes, jouer certains rôles nécessaires. Mais vous ne confondez plus le rôle avec la source. Vous savez maintenant qu'il existe en vous un lieu qui ne doit pas être livré à chaque scène sociale. Un lieu plus lent, plus nu, moins spectaculaire, mais plus vrai. Et ce lieu demande une fidélité discrète. Il ne réclame pas de grands gestes. Il demande seulement que vous cessiez, un peu chaque jour, de vous abandonner pour rester lisible. Que vous refusiez une comparaison inutile. Que vous honoriez une intuition calme. Que vous choisissiez parfois ce qui ne sera pas applaudi,
mais qui ne vous divisera pas. Que vous laissiez mourir certaines ambitions qui brillaient davantage dans les yeux des autres que dans votre propre profondeur. C'est une transformation presque invisible. Rien ne prouve immédiatement que vous êtes revenu. Vous n'avez peut-être pas changé de ville, de métier, de visage, de vie extérieure. Mais votre centre s'est déplacé. Avant, il vivait dehors, suspendu aux réactions, aux attentes, aux verdicts. Maintenant, il commence à descendre en vous. Et ce déplacement, même silencieux, rend certaines anciennes existences impossibles. Vous ne pouvez plus réussir exactement de la même manière. Vous ne pouvez plus plaire au même prix. Vous ne pouvez plus appeler paix ce qui était seulement votre disparition. Vous ne pouvez plus confondre vitesse et direction, admiration et vérité, adaptation et appartenance. Le monde peut encore vous inviter à redevenir le personnage. Mais vous connaissez désormais le coût de cette invitation. Alors la vie devient plus simple, non parce qu'elle devient facile, mais parce qu'elle cesse d'être entièrement négociée avec le regard des autres. Vous avancez moins pour être vu. Vous choisissez moins pour être validé. Vous écoutez davantage cette voix qui ne crie pas, qui ne séduit pas, qui ne promet pas de prestige, mais qui possède une autorité étrange, celle des choses longtemps étouffées qui reviennent enfin à leur place. Peut-être que certains diront que vous êtes devenu plus distant, plus lent, moins impressionnable. Ils auront peut-être raison. Mais ce qu'ils appellent distance est parfois seulement le retrait d'une fausse disponibilité. Ce qu'ils appellent lenteur est parfois le retour d'un rythme propre. Ce qu'ils appellent froideur est parfois la fin d'une vie passée à demander silencieusement la permission d'exister. Il n'y a pas besoin de haïr le monde pour lui retirer ce pouvoir. Il suffit de ne plus lui donner la première place dans la chambre intérieure. Il suffit de comprendre que l'approbation peut accompagner une vie, mais ne peut pas la fonder. Que le regard des autres peut éclairer un instant, mais ne doit pas devenir le soleil. Que le personnage peut servir, mais ne doit jamais porter l'âme. C'est peut-être là que commence la vraie liberté, non dans le refus du monde, mais dans le refus de vivre expulsé de soi-même. Vous continuez à marcher parmi les autres, mais vous ne cherchez plus votre visage dans leurs yeux. Vous pouvez être vu sans être possédé. Vous pouvez être seul sans être vide. Vous pouvez être incompris sans vous effondrer. Et lorsque cela arrive, rien de spectaculaire ne se produit. Vous êtes simplement là. Enfin là. Non plus devant votre vie, comme un acteur inquiet attendant le verdict du public. Mais à l'intérieur d'elle. Là où personne ne peut applaudir à votre place, point là, où personne ne peut vivre à votre place, point là, où le vrai commencement attendait depuis le début.